allez instantanément reconnaître le protagoniste de celle-ci. Il s'agit du génial et du l'unique Steve Jobs. Qui ne connaît pas le parcours spectaculaire du célèbre Steve Jobs? Plusieurs d'entre nous possèdent au moins un des produits qu'il a conçus dans leur poche ou leur sac. Le fondateur de la société Apple, disparu en 2011, était en effet un visionnaire qui a révolutionné le monde de la technologie et a marqué l'histoire de l'informatique. Tout le monde se dit donc que forcément chez lui, tous les membres de sa famille doivent être férus d'innovation technologique et avoir les tout derniers iPhone ou iPad. Toutefois, dans un article publié dans le New York Times, le créateur de la marque à la pomme avait révélé qu'il ne laissait aucun de ses propres enfants utiliser ses produits. Au journaliste Nick Bilton, il avait affirmé « Il n'utilise pas l'iPhone, ni même l'iPad. Nous limitons à nos enfants l'accès à la technologie. » Et le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas le seul. Dans la famille d'Evan Williams, un des fondateurs de Twitter, les enfants n'ont pas de tablette, pas de compte Twitter et sont encouragés à lire des livres, en papier. Chris Anderson, l'ancien rédacteur en chef de Wired, un magazine spécialisé dans l'innovation technologique, a une règle essentielle pour ses 5 enfants âgés de 6 ans à 17 ans. Jamais d'écran dans la chambre. J'ai été témoin des dangers de la technologie. J'en ai aussi fait l'expérience personnelle et je ne veux pas que ça affecte mes enfants, dit-il. En général, la plupart de ces parents geeks limitent le temps passé sur tablette ou smartphone à environ 30 minutes par jour pendant la semaine, d'autres réservent les tablettes au week-end uniquement. À partir de 10 ans, les enfants utilisent des ordinateurs mais seulement pour faire leurs devoirs. Dans la Silicon Valley, les parents qui passent leur journée à créer des tablettes, applications iPhone et jeux vidéo laissent à peine leurs enfants toucher à un smartphone. Cette méfiance se manifeste aussi dans le choix d'école que font certains de ces parents. De nombreux dirigeants et employés de Google, Yahoo, Apple et eBay envoient leurs enfants dans un établissement Waldorf dont la pédagogie est particulièrement anti-technologique. C'est une école très huppée qui a pour particularité de bannir l'utilisation des ordinateurs, iPad et télé jusqu'au lycée car selon eux, la technologie représente une menace pour la créativité, la personnalité et la concentration des élèves. De la crèche au lycée, il n'y a aucun ordinateur, encore moins de tablettes. À la place, on y trouve des tableaux noirs, des craies, des crayons de couleur et des livres. Les enfants font de la poterie, du tricot et du jardinage. Les 3/4 de ces élèves ont des parents qui travaillent dans les nouvelles technologies. Mais la philosophie pédagogique de l'établissement est que les ordinateurs nuisent à la créativité, à la sociabilité et à la concentration des enfants. Comprenez-vous ces choix pour leurs enfants de la part de Steve Jobs, Evan Williams et de toutes ces pointures des nouvelles technologies? Ou au contraire sont-ils totalement à l'ouest? Laquelle de ces 3 histoires vous a le plus inspiré? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour ne surtout pas rater la vidéo de demain. À très vite. Né dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé.
Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence « Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. » Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers, il y a 10 ans, à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave, avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leurs toilettes, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette, et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je plaisante pas, c'est comme un drogué. L'intervention, cela peut être ceci, un sevrage, qui utilise là encore les mêmes techniques que pour les addictions à la drogue. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, de nombreuses institutions proposent des cures de désintoxication en pleine forêt. Ce jeune homme est là depuis plusieurs semaines et semble littéralement renaître. Je commence enfin à me dire, va dehors, il y a un monde entier à voir et à explorer. Et quand tu ne fais que fixer ton écran, c'est vraiment malsain. Des cures loin du monde technologique. Dans ce centre, il n'y a qu'un seul téléphone du siècle dernier. Nous sommes 2 médecins de PMI, le docteur Isabelle Terrasse et moi-même, le docteur Anne-Lise Ducanda, qui avons pris l'initiative de faire cette vidéo pour alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics sur les conséquences graves de tous les écrans sur les enfants de 0 à 4 ans, et notamment des troubles qui ressemblent en tout point aux troubles du spectre autistique. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Les médecins de PMI effectuent des consultations médicales gratuites pour les enfants de 0 à 3 ans et dans certains territoires, des visites médicales dans les écoles maternelles pour les enfants de 4 ans. Mais ces 5 dernières années, les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre autistique. Des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois, qui ne jouent pas avec les autres, qui ne s'assoient pas avec les autres, qui ne parlent pas ou qui parlent en écholalie. L'enfant répète mot pour mot une question qu'on lui pose. Des enfants qui ne comprennent pas une consigne toute simple. Des enfants inhibés qui ne bougent pas, ou au contraire très agités. Ils s'enfuient, jettent tout par terre. Des enfants intolérants à la frustration. Si on leur dit non, ils hurlent, se roulent par terre. Parfois agressifs. Ils mordent, tapent, griffent. Des enfants qui ont des gestes inadaptés. Ils battent des ailes avec leurs mains, regardent fixement une lumière, une vitre, jouent toujours avec le même jouet. C'est ce qu'on appelle des stéréotypies. Or, la triade, troubles de la communication, troubles des relations sociales et stéréotypies sont la définition de ce qu'on appelle troubles du spectre autistique ou troubles envahissants du développement. Sur 500 enfants d'une même classe d'âge dans ma ville, les écoles me signalent tous les ans environ 25 enfants qui ont ce tableau, soit 1 sur 20. Je reçois chaque enfant en consultation, avec ses 2 parents si possible, pendant 1 heure, au cours de laquelle j'observe l'enfant et je lui fais passer des tests simples. Est-ce qu'il joue en salle d'attente? Est-ce qu'il réagit à son prénom quand je l'appelle? Est-ce que j'arrive à croiser son regard quand je lui parle? Peut-il répondre à une consigne simple, comme « donne le jouet à papa » ? Peut-il répondre au test du langage ERTL4, calibré pour les enfants de 4 ans? Ce sont 2 enfants qui se préparent pour aller à l'école et nous posons des questions simples. Certains enfants ne regardent même pas la feuille. Je pose les questions. Que fait la petite fille? L'enfant répond. Que fait la petite fille? Ça, c'est de l'écholalie. Ou bien, à qui sont les chaussures bleues? L'enfant répond. D'accord, donc à côté. Après avoir éliminé une surdité,
J'essaie de comprendre. J'interroge en détail les parents sur les habitudes de vie de l'enfant. Entre 0 et 3 ans, comment occupait-il ses journées? Comment était-il gardé? Et maintenant, que fait-il en dehors des heures d'école? Je pose de façon très précise la question des écrans. Est-ce une habitude à la maison de laisser la télé allumée en permanence? Si oui, depuis que l'enfant est né? L'enfant la regarde-t-il ou joue-t-il à côté sans la regarder? Ou les deux? L'enfant aime-t-il aller sur le téléphone de maman, jouer sur la tablette de papa? A-t-il sa propre tablette à lui? Pour regarder des dessins animés, faire des jeux éducatifs? Va-t-il sur d'autres écrans, comme l'ordinateur, la DS, les jeux vidéo du grand frère? Je note le nombre d'heures totales passées par jour devant chaque écran. En semaine, le week-end, avant ses 3 ans, maintenant. Et je les additionne dans un tableau. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. Ils n'ont pas ou peu de jeux d'imitation, et s'ils en ont, ils les délaissent de toute façon au profit des écrans. Ceci, parfois même en l'absence de toute problématique sociale ou de toute problématique familiale. Mais les écrans ne sont pas des jouets comme les autres. Rappelons comment se développe le cerveau du petit enfant. Le cerveau du petit enfant ne peut se développer que s'il manipule les jouets avec ses mains, qu'il les goûte avec sa bouche et explore son environnement réel. Par exemple avec ses cubes, il essaie d'encastrer les cubes les uns après les autres. Un cube tombe. Il recommence en adaptant son geste. Ou bien, il manipule cette balle, se rend compte qu'elle est ronde, que quand il appuie dessus, elle se déforme, qu'elle a cette taille, qu'elle a des trous dedans. Quand il lance la balle, elle roule jusqu'au mur. Son cerveau analyse les effets de ses gestes sur les objets réels et c'est une des conditions pour que le cerveau établisse des connexions cérébrales et se développe. Le cerveau du petit enfant ne peut pas se développer sans le toucher. La succession de flashs lumineux et sonores très rapides des écrans capte l'attention involontaire de l'enfant qui a du mal à s'en détacher et à faire autre chose. Il peut rester des heures fixé devant l'écran, ce qui entrave l'exploration de son environnement réel par le toucher, mais isole aussi l'enfant de toute relation humaine indispensable à la communication et au langage. En effet, l'enfant ne peut développer le langage que si une personne s'adresse à lui, le regarde, lui dit « tu » et lui parle de ce qu'il est en train de faire. Par exemple, si un parent dit à son fils en le regardant « Nathan, tu viens ? Je t'aide à mettre ton manteau et nous sortons dehors tous les deux », tout en l'aidant à mettre son manteau et en sortant dehors avec lui. La phrase prend tout son sens et l'enfant apprend ce que ces mots veulent dire parce qu'il le fait en même temps. Si l'enfant entend exactement la même phrase dans un dessin animé qui ne s'adresse pas du tout à lui, « Tu viens, on va mettre ton manteau et nous sortons dehors tous les deux », cette phrase est une succession de mots qui glissent sur lui et qui ne prend aucun sens. Il n'apprend pas ce que ces mots veulent dire. Si l'enfant joue à côté de la télé allumée, mais qu'il ne semble pas la regarder, il interrompt pourtant sans cesse ses manipulations de jouets pour jeter des coups d'œil répétés vers la télé. Il ne peut pas aller au bout de ses explorations et apprendre de ce qu'il fait. Le brouhaha et le bruit permanent de la télé qu'il entend l'isolent davantage et pour lui, les mots ne servent pas à communiquer. Par ailleurs, les écrans ne permettent pas 2 choses essentielles à l'apprentissage, l'effort et la frustration. De plus, ces flashs lumineux et sonores saccadés, venus de l'écran, ne sont ni prévisibles ni rassurants et génèrent chez l'enfant des émotions et des angoisses qu'il ne gère pas. Tout cela peut entraîner chez le petit enfant des comportements agressifs et violents. De plus en plus d'enfants mordent et tapent à la crèche et à l'école maternelle. Ce phénomène existe même avec les dessins animés pour enfants, mais il est majoré si le programme est inadapté, comme le journal télévisé ou des films pour adultes, par exemple. Nous voyons, en consultation, des bébés tendus, des bébés qui pleurent beaucoup, sans raison médicale ni psychologique, et qui s'apaisent miraculeusement quand les parents éteignent la télé. Par ailleurs, les écrans ont un pouvoir addictif très puissant. Petit à petit,
l'enfant ne peut plus s'en passer et le réclame de plus en plus. Si les parents tentent de lui retirer, il peut rentrer dans une énorme colère. Il hurle, se roule par terre, peut se taper la tête contre les murs. La réaction est beaucoup plus violente que si on lui enlève n'importe quel autre jouet. Et cela complique l'arrêt des écrans. La seule solution pour les parents de le calmer est souvent de le remettre devant l'écran. Les écrans plusieurs heures par jour empêchent le cerveau de se développer et génèrent des troubles du comportement et de la relation. Comment en est-on arrivé là? Depuis quelques années, la révolution numérique s'est invitée dans les familles, avec 10 à 15 écrans par foyer. La télé est un écran de plus en plus grand et s'impose dans le salon. Elle est souvent allumée toute la journée, dès le matin, parfois dans les chambres, la cuisine. Les chaînes se sont multipliées et certaines sont spécialement dédiées aux enfants ou aux bébés. De plus en plus, les parents et les adolescents sont aussi sur leurs écrans, ce qui limite considérablement les échanges avec le petit dernier de 0 à 4 ans qui a tant besoin qu'on lui parle. Les fabricants d'outils numériques l'ont bien compris. Le nouveau marché, c'est celui des bébés. Et nous voyons ainsi dans les catalogues de jouets des télés, des ordinateurs et des tablettes spécialement créés pour les bébés dès 6 mois. Les meilleurs jeux éducatifs. Les jouets avec écran remplacent de plus en plus les autres jouets. Et depuis 2014, la tablette est numéro 1 des ventes de jouets. Les parents ne pensent pas mal faire. Ils pensent que l'écran calme l'enfant, le rend sage, et cela leur permet de faire tout ce qu'ils ont à faire. En plus, les parents pensent que leur enfant apprend avec les écrans. Il y en a que 36 ce soir. Mais il n'y aura pas de temps. Gaëtan, on te met pas devant.